Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Fred Réberol qui, après avoir exploré son potentiel en kayak de descente, a été entraîneur national en descente mais également en course en ligne. Il est actuellement en charge du développement du kayak cross, une nouvelle discipline qui sera présent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. On est revenu sur son parcours sportif, mais surtout sur son parcours d'entraîneur et sa vision de l'entraînement. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Fred Réberol et ses secrets. Salut Fred, comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, écoute, ça va bien. Hein. J'ai écouté beaucoup de podcasts et quelques podcasts. On est dans une première réunion avec toi, Rudy, et c'est avec plaisir qu'on va échanger ensemble sur le sujet qui nous tient à cœur, le sport. Je crois savoir qu'en ce moment, tu es pas mal occupé. La semaine dernière, tu me disais que tu étais à Londres. Qu'est-ce que tu faisais à Londres ? Alors, hein, je suis occupé un peu comme tout le monde, et tout le monde est très occupé. Quand on est dans des métiers d'entraîneur ou dans des métiers quelconques, on a toujours beaucoup d'occupations. Moi, maintenant, je suis sur le kayak extrême. Je suis intégré à l'équipe Slalom. Donc, on était à Londres, effectivement, la semaine dernière, là, pour repérer le bassin des futurs championnats du monde de 2023, qui auront donc lieu à Londres, sur le bassin qui a accueilli les Jeux en 2012. Donc, on a été faire une compétition et puis quelques journées de stage. Voilà, prendre ses marques, voir un petit peu comment est le bassin. Et puis toujours pareil, former un groupe de compétiteurs tournés vers la perf. Ça consiste en quoi le kayak extrême ? Parce que pour moi, c'est un peu confus. Est-ce que tu sais m'expliquer ? Alors, le kayak extrême, maintenant, ça s'appelle kayak cross. La nouvelle dénomination qui vient de sortir, c'est le kayak cross. Le jeu est assez simple, hein. C'est 4x4 dans un parcours d'eau vive. Les règlements sont en régulière évolution, mais en règle générale, là maintenant, il y a 2 stops, c'est-à-dire 2 portes à remonter. Et puis le reste, c'est un parcours défini avec un esquimotage et des obstacles verts à franchir, soit par la droite, soit par la gauche. Les 2 premiers arrivés en bas se sélectionnent pour le tour suivant. Donc, c'est une course qui se déroule sous forme d'élimination ou de qualification, selon comment on voit la chose. Mais il y a des courses à 4. Les 2 premiers se qualifient jusqu'à la finale à 4 et les 3 premiers sont récompensés comme une course classique. Avant d'accéder au pool de confrontation, il y a quand même ce qu'on appelle une course de chronométrage où on prend 32 sportifs du premier au 32e. Alors, il y a des petites nuances pour l'international, puisque l'international, pour l'instant, c'est les 20 premiers chronos, plus les 12 nations suivantes pour faire 32 au départ, hommes et femmes. Et puis, à partir de là, on fait des séries, des quarts, des demi et des finales, et puis on arrive jusqu'au vainqueur. C'est une discipline qui vient
un petit peu rénové la proposition olympique canoë-kayak, puisque jusqu'à présent, c'était uniquement le slalom traditionnel et la course en ligne. Et maintenant, il y a un nouvel événement qui vient compléter le spectacle canoë-kayak aux Jeux Olympiques. Et donc, toi, tu es en charge de la partie en France, du kayak cross? Exactement. Moi, maintenant, mon objectif, c'est d'aller chercher les titres et les médailles sur la scène internationale. Alors, c'est vraiment en collaboration avec le collectif des entraîneurs slalom et bien sûr les athlètes slalom, bien qu'aujourd'hui, nos modalités de sélection offrent la possibilité à tout pagayeur de venir se confronter et accéder aux compétitions internationales. Pour l'instant, c'est essentiellement des slalomeurs qui viennent et qui sont les plus compétitifs pour l'instant. Mais je pense que peut-être dans la formation des jeunes pagayeurs, des pagayeurs d'autres horizons vont pouvoir se former et venir jouer dans cette compétition d'eau vive. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'entraîner, développer, organiser la pratique, surtout de haut niveau. Sur la pratique nationale, il y a déjà une commission nationale slalom et slalom extrême et kayak cross qui développe bien le niveau national. Et moi, sur cette discipline nouvelle, là, je suis intégré à l'équipe slalom pour apporter mon regard sur la discipline. Aujourd'hui, en kayak extrême, en kayak cross, excuse-moi, tout le monde progresse à la même vitesse. Tout le monde progresse ensemble parce qu'il y a pas eu de compétition, il n'y a pas un historique, il n'y a pas une culture sur cette discipline-là. Et aujourd'hui, athlètes, entraîneurs, organisateurs, on avance ensemble sur faire évoluer des petits points de règlement, s'enrichir des autres sportifs, les entraîneurs aussi, le collectif des entraîneurs slalom apporte leur regard et ça avance vite. Il n'y a pas une culture posée de l'entraînement, il n'y a pas une culture de la performance et on avance tous à la même vitesse et c'est en échangeant qu'on avance au plus vite. Comment on fait pour s'entraîner en kayak cross? Parce que j'imagine qu'il faut des bassins spéciaux, tu sais, pour pouvoir faire les parcours. Alors l'entraînement, c'est d'abord, je crois, un petit changement de culture entre un kayakiste qui souvent apprend à manœuvrer un bateau de manière individuelle et qui n'est jamais gêné dans sa trajectoire, qui n'est jamais gêné par un individu qui vient l'agresser ou qui vient le pousser. Et donc déjà, le premier entraînement, c'est être dans une conception que cette activité-là, c'est une activité où il va y avoir du contact. Et donc déjà, c'est à approcher cette perception, approcher cette idée que mentalement, on peut être gêné, on va être gêné, on ne va pas pouvoir naviguer comme on le souhaite. Et donc, la plupart des kayakistes d'eau vive ne sont pas habitués à la confrontation directe et ne sont pas habitués à être gênés dans leur trajectoire. Donc, le premier entraînement, c'est prendre conscience que on va être dans une confrontation directe, on va être gêné. Et après, l'entraînement, c'est le bateau spécifique. Donc, le bateau en plastique à 18 kg, c'est pas la même chose qu'un bateau en carbone à 9 kg. Donc, s'habituer à l'inertie du bateau, ça c'est quand même important. C'est quand même un peu plus musculaire. S'habituer aussi à ce que les figures ne révèlent pas ou ne cherchent pas à révéler la dextérité d'un slalomeur, mais ça cherche plutôt à valoriser le duel, la confrontation, être malin, être opportuniste. Donc, c'est s'entraîner, c'est développer tout ce côté, tout ce pan-là de la personnalité d'un sportif ou faire changer sa vision un petit peu des critères de performance. Alors donc, je dis voilà, l'approche mentale, le bateau. Et puis la troisième chose que je pourrais dire qui est importante sur cette activité-là, c'est qu'aujourd'hui, sur cette activité-là, on doit avoir des partenaires d'entraînement. Bien sûr, les partenaires d'entraînement dans tous les autres sports, c'est important. Mais là, pour développer des techniques, pour s'habituer à être gêné, pour s'habituer à doubler, aujourd'hui, seul, on ne peut pas s'entraîner. Il faut vraiment que les athlètes cohabitent sur des situations de jeu, des situations de confrontation pour emmagasiner bon nombre de situations où il faut prendre des décisions. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe
qu'on met en place sur les structures, qu'on met en place dans les périodes d'entraînement pour s'habituer à manœuvrer à plusieurs. Est-ce qu'il y a des règles interdites? J'imagine, tu vois, c'est une course donc à quatre. Tu peux peut-être sans faire exprès ou en faisant exprès monter sur le bateau d'un autre. Est-ce que c'est autorisé ça par exemple? Alors, cette nouvelle activité-là est arbitrée. On insiste bien, et j'insiste bien sur la notion d'arbitrage. Euh, c'est pas du jugement comme en slalom, c'est arbitré, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des comportements qui vont être sanctionnés pour jeu dangereux, par exemple, et des comportements qui ne seront pas sanctionnés. Et c'est vrai que l'arbitre peut parfois avoir des petites interprétations, et des fois c'est sanctionné, des fois c'est pas sanctionné. En règle générale, ils se servent de la vidéo et c'est très pédagogique, c'est très expliqué, mais effectivement, il y a des règles. On ne doit pas faire du jeu dangereux ou avoir l'intention de faire mal à l'autre. Voilà, ça c'est clair, on respecte l'intégrité physique du compétiteur. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas sortir les mains de la pagaie pour faire passer la bouée. On ne peut pas quitter les mains de la pagaie. On peut toucher la bouée avec une main, mais si elle est sur le manche de la pagaie, donc on n'a pas le droit de volontairement de pousser les bouées avec les mains. Et après, dans le règlement, bien sûr qu'on a le droit de monter sur l'autre, de pousser l'autre à la faute, de mettre de la pression dès l'instant où vraiment on ne rentre pas dans des jeux dangereux. Et à partir de là, c'est arbitré. L'intérêt, c'est d'avoir très tôt, à l'arrivée du run, c'est d'avoir tout le jugement qui est fait. Donc, il n'y a pas de réclamation possible. Il n'y a pas de réclamation possible, contrairement au slalom. Quand les arbitres ont posé leur décision pendant le run, on ne peut pas poser de réclamation. Donc, le résultat vient assez vite. Ok, mais ça a l'air assez fun en fait. J'ai jamais trop regardé, mais là ça donne envie de regarder quand même. Eh bien, disons que c'est assez ludique parce que ça enchaîne, les courses s'enchaînent. Je pense que la tranche d'âge 12-22 ans, 12-20 ans sont assez vite séduits. Voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres pagayeurs un peu plus âgés ou d'autres pagayeurs qui ont été essentiellement formés en bateau carbone qui au début ont été un peu sceptiques sur l'activité ou sont peut-être encore sceptiques. Néanmoins, au mois de juillet 2024, il y aura un titre de champion olympique avec des médailles. Il y a quand même un attrait assez fort pour gagner des médailles. Et maintenant, les sportifs qui pratiquent régulièrement, qui courent à l'international, commencent à prendre du plaisir. Et en tout cas, dans les tribunes, on sent un petit peu d'effervescence, on sent vraiment aussi voilà, de l'engouement. Alors, là, on est aujourd'hui à ce que tu fais, mais comme tu le sais sans doute, j'aime bien m'attarder sur les débuts. Comment tu as découvert le kayak? Alors, moi, ma culture sportive, elle est essentiellement au départ, euh, voilà, elle est plutôt sport-co, rugby. J'ai pas mal pratiqué les sports collectifs. Et puis, je suis né en Dordogne, donc les vacances ou par culture un petit peu du plein air. Je suis allé très tôt faire du bateau à 7-8 ans pendant les vacances sur la Dordogne, puisqu'il y avait beaucoup de locations de kayak. Puis avec les copains, on faisait un petit peu de bateau pendant les vacances. Et puis, ça m'a toujours plu le sport de plein air. Tout en faisant du rugby, je suis allé à l'UNSS Kayak, quatrième, troisième, ça m'a vraiment, vraiment plu. Donc là, c'était des pratiques vraiment estivales, mai, juin, juillet, là, mai, juin, l'UNSS. Et puis, pour une blessure au dos, j'ai dû être éloigné des terrains de rugby. Il y avait un club de kayak, donc j'y suis tout de suite allé, mais j'ai commencé tard. J'ai commencé à 16 ans le kayak, là, à 15 ans et demi en KD2. Mais j'ai tout de suite adhéré à cette activité. Moi, en rugby, ce qui me plaisait aussi, c'était la compétition. Donc, j'aimais m'entraîner en rugby. J'ai fait des sélections jeunes
rugby, Périgord-Agenais, les sélections en France jeunes rugby. Donc, j'étais attiré par l'idée d'être compétitif. Donc, quand je suis arrivé dans un club qui était un club orienté par la compétition, vers la compétition, j'ai tout de suite adhéré à pas mal faire d'entraînement. Et puis donc, c'était un club de descente. Donc, moi, j'ai fait de la descente. Et assez tôt, en KD2, j'ai fait la compétition. Ma première année, j'ai fait 6e au championnat de France. Je savais pas ce que ça valait vraiment, mais tout de suite, j'avais envie de progresser. Donc, de sport co, polyvalent, foot, rugby, hand, surtout rugby. Je suis allé au kayak dû à une blessure et j'y suis resté parce que l'ambiance du club et puis l'envie de performer, et le club m'a bien alimenté, les éducateurs sportifs m'ont bien alimenté dans cette envie de faire la compète, m'ont fait rester dans ce sport. Voilà, donc je suis parti dans l'entraînement, dans la descente, et puis après je suis rentré en STAPS au pôle. À l'époque on n'appelait pas ça Pôle France, on appelait CPF, Centre Permanent d'Entraînement et de Formation à Poitiers. Et à Poitiers, tout de suite, j'ai bien aimé, pareil, l'organisation qui était de ma vie, qui était organisée autour du sport, autour de vraiment m'entraîner, voilà, matin, midi et soir, en descente, comme dans beaucoup de disciplines de la fédération, ça forme descente, course en ligne, il y a une culture de l'effort, une culture de l'entraînement, et ça me plaisait d'aller progresser, d'aller au pôle avec des meilleurs que moi, et ça m'a vraiment attiré de continuer à m'investir dans l'entraînement et dans la compétition. Justement, je reviens sur un truc, tu as parlé d'ambiance, et de ce qu'on m'a raconté, à ton époque, donc c'est un peu vieux, mais à ton époque, les courses de descente, il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. On m'a déjà parlé qu'il y avait 100, 200 personnes qui participaient, c'était ça, les courses de descente à l'époque? À l'époque, donc ça, moi j'étais junior en 93, moi j'ai fait vraiment de la compétition jusqu'en 2001. L'activité descente en France, elle a vraiment une histoire, une culture, que ça soit la descente comme l'eau vive. Il y a vraiment une culture du bateau rivière. Et effectivement, peut-être ça a un tout petit peu baissé, mais je crois que c'est le lot de toutes les disciplines qui ont un petit recul sur la compétition, parce que moi, je vois encore des championnats de France avec beaucoup de bateaux, et comme à l'époque d'ailleurs. À l'époque, je ne peux pas être nostalgique de l'époque. Aujourd'hui, il y a des très bons compétiteurs avec du monde qui rame. À l'époque, c'était pareil. Mais c'est vrai que ça arrivait régulièrement sur des sélectifs nationaux comme sur l'Orne, à avoir 300 kayakом, des championnats de France avec du monde, des courses nationales avec du monde. Et peut-être que le ventre mou en volume a un peu baissé maintenant, mais je crois que les pagayeurs de l'époque ou de maintenant ont toujours le même engagement dans le haut niveau, quoi. Et donc, à cette époque, il y avait, c'est vrai, beaucoup de pratiquants en eau vive, que ce soit en slalom ou en descente, qui allaient faire de la compétition, beaucoup de petites compétitions départementales, régionales, et puis bien sûr les compétitions nationales. Tu dis qu'à ton premier championnat de France, tu as fini 6e. Moi, je trouve ça énorme, hein. Est-ce que dès le début, quand tu t'es mis au kayak, tu voyais que tu étais un peu plus fort que les autres? Non, mais dès que je m'y suis mis, je me suis quand même pas mal entraîné. C'est-à-dire qu'au club, au club de kayak de Trélissac, il y avait une culture de venir au club dès qu'on voulait. Et c'était une base de plein air où on pouvait faire de l'escalade, de la spéléo, du VTT, et c'était ouvert. On avait tous les clés. C'était sûrement une autre époque. Les réglementations étaient peut-être pas la même, mais dès l'instant où j'ai pu aller au club, je me suis vraiment entraîné régulièrement, très régulièrement dans la semaine, plus toutes les vacances des stages. Et puis j'avais déjà fait du bateau à l'UNSS, j'avais fait déjà du bateau un peu jeune. Et puis j'avais envie de m'entraîner très régulièrement, beaucoup. Et puis on était un groupe d'athlètes avec les mêmes envies. C'était la liberté de partir en stage, de partir sur les premières rivières en Espagne, de partir dans les Alpes, en Bretagne, voilà, de faire des stages longs. On faisait ça toute la journée en première, seconde, première, terminale. J'avais beaucoup de temps et je consacrais beaucoup de temps à cette passion.
qui était de faire du kayak, de courir, de faire du vélo, de faire de la muscu. Je pense que j'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de jeunes de mon âge qui avaient cette passion. Tout à l'heure, on parlait du kayak cross, il disait que voilà, on pouvait pas s'entraîner tout seul si on voulait performer. Là, j'ai l'impression que toi, tu étais en fait un gros groupe d'entraînement. Vous étiez combien? Et bien, en fait, au club, on était souvent une petite dizaine. Et c'est vrai que à l'époque, c'était que de la course classique, entre 12 et 20 minutes. Et c'est vrai que pour s'entraîner sur des activités aérobies, c'est toujours plus facile pour progresser d'être au contact des autres, pour se donner rendez-vous, aller s'entraîner, pour descendre des rivières à plusieurs. Et donc, l'émulation, moi, m'a bien aidé à progresser pour partir en stage. Voilà, c'est une activité où on avait beaucoup d'autonomie parce qu'on était encadré quelquefois, mais à l'époque, les éducateurs, ils venaient aussi pour s'entraîner, donc on avait des petits conseils. Ils nous aidaient bien sur l'entraînement pour faire des séries, mais c'était vraiment centré sur le physio, assez centré sur le physio, faire du physio et de l'eau vive. Les deux choses les plus importantes, c'était avoir la caisse et puis bien descendre les rivières. Et puis, on se rendait bien compte que quand on avait la caisse, techniquement, on pouvait beaucoup descendre des rivières et quand on descend beaucoup les rivières, on progresse aussi techniquement. Donc, c'était un cercle un peu vertueux. Et donc, effectivement, que ce soit en stage ligue ou en stage du pôle, l'entraînement en commun m'a beaucoup plu. Quand avec tes études, tu rentres entre guillemets en pôle, est-ce que tu as un objectif en particulier à ce moment-là? Moi, mon objectif, il était clair, c'était essayer de rentrer dans les équipes de France, jeunes ou seniors. C'était d'essayer de vraiment toujours progresser pour voir jusqu'où je pouvais aller. Je voyais bien que j'avais des petites lacunes par rapport à ceux qui avaient des fois commencé le bateau plus tôt, ou peut-être, mais mon objectif, c'était vraiment d'avoir une démarche gagnante, quoi. Je le dis encore en tant qu'entraîneur, quand on se jette dans un défi, je crois toujours qu'on en sort gagnant. Alors, soit la médaille, soit le chemin qu'on a emprunté avec l'investissement qu'on y a mis, ça nous épaissit toujours un peu de cette expérience-là. Donc, j'ai m'y jeté vraiment avec envie. Sûrement que j'ai fait des erreurs, sûrement que j'aurais pu faire mieux. Mais en tout cas, à l'époque, ça me plaisait de le faire et je sentais que ça me faisait progresser sur plusieurs domaines, que ce soit de rencontrer des sportifs qui étaient meilleurs que moi sur les stages nationaux, que ce soit de rencontrer d'autres entraîneurs qui m'ouvraient un petit peu l'esprit. Moi j'ai toujours été curieux. Je différencie bien la curiosité de la recherche de recettes, mais moi, j'ai toujours été curieux d'apprendre, de tester, de voir comment je pouvais progresser par moi-même ou par l'émulation avec les autres. Ça ressemblait à quoi ton rythme d'entraînement à ce moment-là? C'était 2-3 séances par jour, comme tu disais, tous les jours? Oui, voilà. Je crois que je crois que ça n'a pas changé avec le volume d'entraînement. C'était régulièrement 2 fois du bateau et une muscu, ou 2 fois du bateau et un footing. Voilà, c'était quand on est étudiant en STAPS, on a quand même un petit peu la possibilité de s'arranger. Quand on est au niveau, on peut aussi passer des examens. L'État français aide bien les sportifs à s'organiser pour s'entraîner. Et donc, au pôle à Poitiers, là, avec les sportifs de l'époque, c'était bateau le matin, bateau l'après-midi, ou bateau le matin et muscu-footing l'après-midi. Mais c'était vraiment toute la semaine à peu près pareil. Donc, les entraîneurs, moi la rencontre avec un entraîneur de l'époque, c'était Jean-Pascal Crochet. Je ne sais pas si tu connais, mais Jean-Pascal a été longtemps entraîneur au pôle et a été mon entraîneur. Et donc, on était dans du bi-quotidien tous les jours. Alors, bien sûr que dans les protocoles d'entraînement, on se repose, parce que le repos, ça aide quand même, ça fait partie de l'entraînement. Mais voilà, c'était comme maintenant, matin, 9h ou 10h entraînement, l'après-midi, puis le soir, et puis les week-ends, des sorties rivières, parce que souvent, il faut quand même vraiment naviguer en rivière pour avoir toutes les chances d'optimiser en course. Donc, c'était à peu près ça toute l'année. Est-ce qu'avec ce rythme-là, tu as progressé à la hauteur de tes espérances?
Eh bien, j'ai senti bien que j'avais progressé. Alors, bien sûr, on progresse aussi en faisant des erreurs, on progresse euh, en essayant des choses, en faisant des choix. Moi, ma meilleure performance, c'est d'avoir été sélectionné sur des Coupes du Monde. J'ai jamais été sélectionné au championnat du monde. J'ai fait des courses internationales, des circuits internationaux seniors en Coupe du Monde. J'ai fait une fois deuxième au championnat de France. Voilà, moi j'étais régulièrement dans les plutôt de la quatrième à la septième place. Voilà, au championnat de France, j'ai déjà fait 2 fois deuxième, quatrième, cinquième sur les piges. Sélection française, voilà, c'était plutôt 5, 6e, 7e. J'étais pas dans les tout meilleurs français. Je m'entraînais tout le temps avec ces gens-là, mais j'avais toujours quand même quelques secondes. Voilà, je suis conscient de mon niveau, de là où je suis allé. J'ai côtoyé beaucoup de sportifs à l'époque médaillés en descente, que ce soit des Michael Fargier ou à l'époque voilà, des athlètes Boris Saunier qui ont gagné des médailles, qui ont gagné des titres. On a partagé beaucoup de stages ensemble en compétition. Bien sûr, quand on fait de la compétition, on veut toujours aller plus loin, on veut gagner des courses. Et voilà, mais mon niveau, c'est celui-là. Je sais auquel je suis arrivé, je sais comment j'y suis arrivé, et j'ai pas de regrets sur mon niveau atteint. Euh, J'étais plutôt voilà dans ces zones de performance là. Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller titiller les premières places, à ton avis? Euh, Voilà, c'est difficile de savoir, c'est difficile, c'est toujours difficile d'expliquer. Voilà, je pense qu'en aisance eaux vives, peut-être des fois, j'étais pas le plus habile. Euh, Peut-être sur mes capacités aérobie, et à enchaîner des courses, voilà, à très haute intensité. J'ai fait des choix sur la muscu parce que c'est vrai que je m'étais investi pas mal dans la muscu. Est-ce que c'était ce qui me manquait ou pas? Ben ça, c'est difficile à savoir parce que quand on progresse, on s'y investit beaucoup. Voilà, il y a eu des courses où psychologiquement, ben, ça a été plus dur. Des courses où après, au contraire, psychologiquement, c'était bien. Moi, je crois que j'ai commencé un peu tard le bateau, là, à 16 ans. C'est vrai que j'ai progressé vite. Est-ce que c'est un manque d'expérience, un petit manque de confiance? Est-ce que je suis allé au maximum de ce que je pouvais faire et physiquement, voilà, peut-être c'était pas assez rentable, peut-être. Sur mon coup de pagaie, peut-être j'aurais pu plus progresser. J'ai du mal à évaluer exactement ce qui m'a manqué. Je l'explique peut-être aussi par le fait que j'ai commencé tard. Ça, c'est possible parce que sur les anses eaux vives, j'étais pas le plus habile. Il me manquait peut-être beaucoup d'aisance. J'ai pas fait beaucoup de slalom. Euh, voilà, même si certains sportifs sont pas super faciles, je pense que j'étais pas au top. Voilà, même si j'ai travaillé mes choix de travail d'été, des fois c'était uniquement tourné vers l'Isère pour travailler l'eau vive. Euh, voilà, et puis, je pense qu'en France, il y avait aussi une très haute concurrence pour être dans les 4 premiers Français pour aller au championnat du monde. C'était très élevé. Peut-être j'aurais été dans d'autres pays, j'aurais accédé à les championnats du monde, mais en France, il y avait un très bon niveau. Et moi, je suis resté au niveau voilà, 5, 6, 7e. Est-ce que j'aurais dû. Moi, peut-être, ma force, c'est d'être têtu et c'est peut-être aussi des fois ma faiblesse. Donc voilà, j'ai du mal à expliquer tous les déterminants qui n'ont pas bien fonctionné dans ma carrière. Mais je pense que effectivement, d'avoir commencé un peu tard, avec un petit manque d'aisance eau vive, même si j'ai bien travaillé sur le plan de ma technique, pour la faire passer en eau vive, il faut peut-être un peu d'aisance. Est-ce que quand on est entre quatrième et septième français, on a en quelque sorte des aides de l'État pour pouvoir en vivre ou est-ce que tu travaillais à côté? Comment ça se passait, ta vie autour? Alors, les aides de l'État, déjà, c'est la structure qui accueille. Le Pôle France de Poitiers prenait en charge les déplacements et les stages. Voilà, ça c'est quand même une aide importante de l'État. La prise en charge de l'entraîneur. À l'époque, tous les cadres techniques
tous les cadres techniques. Au début, c'était Claude Alaphilippe qui était référent de la structure, puis après Jean-Pascal Crochet. Les cadres techniques sont payés par l'État. Les aménagements scolaires avec les rattrapages de cours sont payés par l'État, donc ça c'est quand même un plus. Moi, assez vite, en étant étudiant, soit je travaillais l'été, j'essayais de me dégager du temps pour travailler l'été, ça fait pas la saison, mais ça aide déjà pas mal. Et puis les 2 dernières années, là, de 99 à 2001, j'étais pion au Krebs. Enfin, j'étais pion, on appelait ça conseiller de séjour. Je m'occupais un peu des jeunes qui étaient internes, des jeunes sportifs en Pôle France tennis qui étaient internes au Krebs de Poitiers. Donc c'est vrai que à côté je travaillais, mais pour moi c'est pas une explication à mon niveau sportif, quoi. Je crois que j'avais le temps de m'entraîner, et puis à un moment donné, quand on a fait beaucoup d'efforts et qu'on arrive à un certain niveau, on se dit peut-être c'était son niveau, et puis voilà. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu penses que tu es arrivé presque, on ne sait jamais si on est au maximum, mais presque au maximum de ce que tu pouvais faire en termes de niveau individuel? En tout cas, je me suis engagé dans beaucoup de dossiers pour essayer de monter tous les curseurs. Les dernières courses sur lesquelles je me suis engagé, c'était plutôt les piges et les sélections équipe de France 2000 sur la Vézère. C'était une rivière qui me plaisait bien, mais très technique. Et donc, voilà, j'ai fait des belles courses. Et il me semble que j'ai pu exprimer ici, en 99 et en 2000, une grosse partie de mon potentiel. Et puis surtout, en mûrissant, j'ai beaucoup appris, moi, pour la suite, sur le volume d'entraînement, sur l'approche mentale des courses, où des fois, je pouvais être trop exigeant. Et sur ce point-là, peut-être, c'est un facteur que j'aurais pu plus progresser ou plus travailler, même si j'étais accompagné, où je m'interdisais l'erreur, ou peut-être voilà, sur l'approche de course, on sent bien que le corps n'en fait qu'à sa tête. Et c'est sûrement dans ce domaine que j'aurais dû plus m'investir pour être plus libéré, pour me sortir un petit peu de l'enjeu, du résultat, et d'être un peu plus libre. Là, sur le plan psychologique, peut-être c'est possible de se remettre en question, en tout cas. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, tu n'avais pas de préparateur mental, comme beaucoup ont aujourd'hui? Exactement. À l'époque, à la fin, j'ai fait quelques séances avec une personne qui m'a accompagné, mais à l'époque, effectivement, on avait personne, ou j'avais personne, ou j'avais pas, oui, j'avais personne pour aborder la compétition. J'ai fait quelques séances avec une dame qui m'a accompagné, mais peut-être que j'avais pas assez creusé, ou peut-être j'en ressentais le besoin. Je voyais bien que c'était peut-être une option possible. Peut-être c'était pas la mode beaucoup à l'époque, même si on en discutait avec Jean-Pascal. Je pense qu'il est très ouvert sur faire intervenir des personnes extérieures, notamment sur l'approche mentale qui est un pilier fort de la performance, ça c'est sûr, quoi. Maintenant, c'était peut-être pas institué comme maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes en 2001 ta carrière d'athlète? Alors en 2001, j'ai passé le concours du professorat de sport, et du coup, on m'a proposé un poste de CTR en Champagne-Ardenne. Dès l'instant où je me suis mis à travailler, c'était très clair. De toute façon, j'avais envie de faire ce métier-là, ce métier de formateur, ce métier d'éducateur, d'entraîneur. À travers les stages et à travers les compétitions, j'ai rencontré des cadres techniques qui m'ont donné envie de faire ce métier de cadre technique, ce métier d'entraîneur. Et j'avais vraiment, vraiment envie de faire ça. Et donc, quand j'ai eu le prof de sport, je me suis lancé là-dedans. Voilà, c'était une période aussi où sportivement, peut-être j'étais arrivé au bout. Peut-être que mon niveau de performance, en tout cas, le club dans lequel j'ai été formé, il a plus formé d'entraîneurs que d'athlètes de niveau international, même s'il a formé des athlètes au niveau international. Alors, est-ce que c'est ma culture
qui fait que j'étais plus, mine de rien, au fond de moi attiré par faire ce métier-là et que ça m'a limité d'être plus tourné vers aider les autres que être peut-être focus sur moi-même. Est-ce que je me suis satisfait de ce niveau-là que j'avais? Peut-être c'est possible. Peut-être c'est possible que ce qui m'a manqué, c'est peut-être plus d'ego ou plus d'ambition. C'est possible. Peut-être que je consulte. Mais en tout cas, dès que j'ai eu le professorat de sport qu'on m'a proposé de faire CTR en Champagne-Ardenne, j'y suis tout de suite allé. Ça parce que c'est ce qui m'attirait vraiment. Mais là, quand tu es CTR, t'as pas vraiment un rôle d'entraîneur, entre guillemets? Eh bien, en fait, CTR, moi, comment je percevais mon métier, c'était d'organiser au sein du comité régional Champagne-Ardenne que les jeunes et les moins jeunes puissent faire du sport, c'est-à-dire aller dans les clubs et former des entraîneurs, organiser des stages les week-ends et pendant les vacances, organiser des compétitions. Et moi, mon métier de CTR, il était essentiellement tourné vers le côté sportif et vers les clubs et vers les jeunes. Donc, c'était ça mon job. Parallèlement, j'entraînais aussi quelques athlètes qui ont commencé à me demander à les accompagner. Donc tout de suite, je me suis mis dans le côté sportif du métier. Là, tu parles de Champagne-Ardenne, mais je crois savoir que tu as été longtemps sur Toulouse, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te ramène dans le sud? Alors moi, professionnellement, j'ai régulièrement évolué. D'abord, j'ai fait CTR en Champagne-Ardenne. Après, j'ai fait CTR Limousin. Donc voilà, j'ai œuvré en Limousin sur les mêmes dossiers qui sont organiser des courses, voilà, et faire du sport et faire de la compète et inciter les jeunes à s'engager dans leurs projets sportifs et tout en continuant à être sollicités par des athlètes de la descente. Voilà, des athlètes comme Stéphane Santamaria notamment, qui à l'époque, on avait été colocataires à Poitiers ensemble, on s'était pas mal entraînés ensemble, on venait de même région, de la Dordogne. Et des athlètes comme Eric Joly aussi, des athlètes de l'équipe descente avec qui j'avais pas mal d'affinités, que ce soit les kayaks-hommes, les kayaks-dames, les C1 de l'époque. Les C1 de l'époque, c'était voilà, Harald Marzolf, Guillaume Alzen, Diane-Claude Pierre, je m'occupais plutôt des C1 aussi à cette époque-là. Puis les kayaks-hommes, donc j'avais une activité de CTR, mais aussi j'intervenais sur le collectif descente parce que j'étais vraiment attiré par le métier d'entraîneur. Donc après quelques années de CTR en Limousin, le DTN de l'époque m'a recruté et surtout voilà pour entraîner au Pôle France de Toulouse. Il y avait une rénovation de la filière du haut niveau à la FFCK. Donc à partir de 2005, moi je suis arrivé en 2006 à Toulouse. Les pôles France, les 4 pôles France, là, Nancy, Vers-sur-Marne, INSEP, Cesson et Toulouse, c'était des pôles France polyactivité, multi-activité, slalom, descente, course en ligne. Et la filière de haut niveau de l'époque avait souhaité mutualiser ces activités de haut niveau pour mettre ensemble un peu un remue-ménage intellectuel et physique dans les pôles. Donc j'arrive sur Toulouse en 2006 pour être entraîneur descente. Et là, vraiment, en 2006, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance toulousaine. J'ai rencontré des entraîneurs. J'ai retrouvé Jean-Pascal Crochet, qui était lui entraîneur course en ligne. Et donc, moi, je suis arrivé en tant qu'entraîneur descente. Et il y avait d'autres collègues qui m'ont beaucoup appris. Voilà, notamment les entraîneurs Salom. Il y avait Vincent Redon et Sylvain Curigné, avec comme entraîneur course en ligne Jean-Pascal Crochet, entraîneur descente Pierre-Michel Crochet, d'autres entraîneurs des pôles espoirs comme Yann Bouler, et puis comme chef de pôle François Martinez, dit Paco. Et donc dans cette ambiance-là, de 2006 là, à 2012, ça a beaucoup fonctionné. Là, j'ai beaucoup appris au contact de ces entraîneurs, et j'ai aussi beaucoup appris au contact des athlètes, parce que pour moi, entraîneur,
C'est vraiment un échange et on se forme en étant au contact de bons sportifs. Pour moi, c'est comme ça qu'on avance et c'est en se questionnant les uns les autres, en confrontant nos idées et puis en proposant, bien sûr, quoi. Mais pendant cette période-là, avec cette ambiance d'entraîneur et cette ambiance de sportif, donc en descente, il y a eu des athlètes avec qui on a fonctionné, avec qui j'ai travaillé, collaboré, comme Loïc Vinissal, Paul Graton, Quentin Pontin, des filles comme Laetitia Parache, Exine Malater, voilà, beaucoup d'autres sûrement que j'oublie, des C2, des C1. Et puis en course en ligne, il y avait Anne Lorviard, il y a eu Sébastien Jouve, Étienne Hubert, Arnaud Ibois, Vincent-Luc Rubier. Il y avait une ambiance bateau directeur qui était très fort à Toulouse, où on a organisé beaucoup de séances en commun pour que ce soit PPG, muscu ou bateau. Et ça m'a assez rapidement mis le pied à l'étrier aussi du bateau directeur sur le plat. Et puis de même avec l'ambiance slalom, là, Vincent Sylvain qui avait des groupes d'athlètes performants comme Boris Neveu, il y a Denis Gargochanu qui était passé là, Sébastien Combeau, Colobert, Pierre Bourliot, Thomas Rosset, beaucoup de slalomeurs qui faisaient résonner en moi une approche de la compétition, une approche de l'entraînement, une approche du sport. Et pendant plusieurs années, dans ce pôle-là, on a eu chaque année des athlètes sélectionnés au championnat du monde en slalom, en descente, en course en ligne. Chaque année, des athlètes médaillés au championnat du monde sur les différentes disciplines. Et donc, il y avait vraiment une émulation et vraiment, je pense que le DTN de l'époque et les DTN de l'époque, je pense Antoine Gucci, Philippe Graille, qui a mis en œuvre cette politique conçue par Antoine Gucci, avait imaginé que ça soit une mutualisation de compétences. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que les différentes disciplines se sont tirées vers le haut et ça a été surtout aussi bien organisé par les entraîneurs qui avaient cet état d'esprit d'être dans le partage et dans l'entraide et puis la haute performance surtout. D'aller chercher la haute performance, c'était le job de tout le monde et donc on s'est bien associés pour faire le maximum. Est-ce que c'est toujours comme ça à Toulouse aujourd'hui ? Alors à Toulouse, toutes les structures ont évolué. Hein. Je crois qu'à Toulouse, maintenant, c'est pas je crois, j'en suis sûr. À Toulouse, ça a évolué, mais je pense que à Rennes, à Paris, à Nancy, tout évolue. Ça, c'était en 2006, on est en 2023 bientôt. L'état d'esprit, je pense, du haut niveau, il est toujours le même. Les sportifs de haut niveau, les champions, ceux qui veulent vraiment chercher la gagne, ils savent toujours s'alimenter de l'extérieur. Donc ça, je crois qu'à la fédération, c'est une force. À Rennes, c'était la même chose. À Paris, à Nancy, sur l'épaule, c'était la volonté de mutualiser. À Toulouse, voilà, ça a évolué. Maintenant, c'est un pôle France essentiellement descente. Des athlètes de course en ligne gravitent encore un peu autour, mais les politiques aujourd'hui ont un petit peu évolué. Donc aujourd'hui, à Toulouse, c'est un pôle France descente. C'est des athlètes de la descente qui s'entraînent. Il y a un DRE slalom aussi, donc il y a quelques slalomeurs. Et à Toulouse, il y a toujours de la ressource humaine, je dirais, de qualité, que ce soit en slalom, en descente ou en course en ligne. Il y a toujours des gens qui habitent là et qui sont soucieux à ce que des sportifs qui ont des ambitions puissent être aidés, quoi. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, maintenant, il y a moins d'entraîneurs, la structure est moins développée que par le passé. Surtout, voilà, à Toulouse, je crois qu'il y a une histoire presque de 30 ou 40 ans avec un passé de médailles en slalom très fort au début. Jusqu'en 2006, c'était essentiellement du slalom à Dissenford, voilà, Lefebvre, Péchier, Estanguet. Beaucoup sont passés là, puisqu'il y avait avant aussi Philippe Buton comme entraîneur. Brigitte Guibal est passée par là, Mathilde Pichery. Voilà, il y a une culture de haut niveau qui est plutôt axée au vive. Après, avec l'arrivée du Pôle France course en ligne de 2005-2006, il y a eu de l'eau plate. Voilà, je t'ai expliqué, je t'ai dit comment ça s'était passé. Et puis maintenant, c'est plus descente, mais le plan d'eau est toujours bien utilisé par des jeunes qui veulent faire de la course en ligne. Il y a encore des athlètes qui s'entraînent.
Je voulais parler un peu d'entraînement avec toi parce que en course en ligne, c'est souvent la nomenclature EB1, EB2, EC, ZT, bref, tout ce que tout le monde connaît. Et en descente, c'est un peu une autre façon d'appeler les choses. Je pense notamment, tu vois, aux capacités aérobie, aux puissances aérobie, tout ça. Et tout à l'heure, tu parlais justement que toi, à ton époque, c'était que de la classique, donc des courses de 12 à 20 minutes, donc avec une prédominance un peu aérobie. Euh, Toi, je sais que, et je vais un peu dans le futur, après, tu as entraîné en course en ligne. Euh, est-ce que déjà tu peux expliquer un peu les différences? À quoi correspond quoi? Capacité aérobie, est-ce que c'est EB1? Moi, j'ai l'impression que c'est EB1+, mais je sais pas trop. Toi qui es entraîneur là-dedans, est-ce que tu peux essayer de me clarifier un peu les choses? Alors, euh, peut-être que toi qui es spécialiste de physio ne serais pas d'accord ou va me reprendre, mais Non, mais c'est vrai que à l'époque, les courses entre 12 et 20 minutes et puis la, la, la culture dans les clubs, c'était la capacité aérobie, voilà, des efforts de 20 à 40 minutes où on se mettait un peu dans le rouge quand même. Donc c'était effectivement de l'EB1+, mais à l'époque, on était centré surtout sur la fréquence cardiaque. C'était la fréquence cardiaque qui était un indicateur de réussite si on était dans la cible de la séance ou pas. Et donc, ces capacités aérobie où on enchaînait des descentes un peu appuyées, où on faisait des 4 fois 10 minutes, des 2 fois 20 minutes très appuyées, même des fois des 1 heure un peu appuyées. On était dans cette filière-là qui produit peu de lactique, mais qui est vraiment sur la filière où l'énergie est apportée avec peu de déchets lactiques. En course en ligne, mais je ne crois pas que ce soit en course en ligne, c'est maintenant, je pense que même en descente, il y a la notion d'efficacité gestuelle. Et donc, on peut organiser l'entraînement avec des vitesses de bateau et pas que une réussite physio. En EB1, c'est vrai qu'on dit EB1, c'est l'endurance de base 1. La CAPA, pour moi, ça serait vraiment au-dessus. Et quand on dit EB2, je pense que la conséquence physiologique, on est dans la puissance aérobie, mais on a l'intention d'avoir une efficacité gestuelle, c'est-à-dire qu'on l'intention première, elle est quasiment à des cadences basses. Le B2, voilà, on dit 80, 85, mais dans des cadences assez basses, c'est d'avoir un rendement technique, d'avoir vraiment une accélération forte de bateau à chaque coup de pelle. Parce que, et en descente, c'est arrivé beaucoup aussi, notamment avec l'arrivée du sprint. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins de capa qu'avant parce que l'arrivée du sprint fait que sur des courses d'1 minute, il faut quand même un rendement technique très élevé. On s'aperçoit aussi que la qualité gestuelle permet de mieux naviguer quand on est précis, quand on est beaucoup plus précis dans l'accompagnement du bateau par la pagaie. Ça aide à passer sur les vagues. Et donc, les capas, comme on faisait un peu dans le temps, il y en a beaucoup moins. Et puis, l'entraînement, il s'est un petit peu organisé autour de soit de l'intensité, soit beaucoup de basse intensité pour régénérer, pour tamponner. Mais on fait moins ce qu'on appelait à l'époque des capas, ou quand on partait même des fois en haut des gorges de l'Ardèche, on faisait ce qu'on appelait Chicago. C'est le premier arrivé en bas tout le temps. Ça arrive un petit peu, mais beaucoup moins. On est beaucoup plus sur envoyer le bateau, envoyer une grosse accélération au bateau sur chaque appui. Voilà, mais c'est pour ça que je pose cette question. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins populaire et qu'on polarise beaucoup plus le type d'effort, comme tu l'as très justement dit. Est-ce que c'est une erreur ou pas, selon toi? Est-ce que ça peut être adapté à certains profils et pas à d'autres? Quelle est ton expérience sur le sujet? Alors, c'est sûr que pour moi, si on veut préparer un effort de 1 minute en eau vive ou, je sais pas, 1 minute ou 35 secondes ou 1 minute 30 en eau plate, euh, il faut quand même développer des aptitudes à créer de la vitesse. Et ça, pour envoyer un bateau à des hautes vitesses, il est essentiel de passer par cette technique. Bien sûr que pour développer de la technique, il faut un certain physique, il faut une coordination musculaire, intermusculaire, il faut comprendre le geste, voilà. Mais il faut quand même de la force, mais il faut de la vitesse de bateau. Et la vitesse de bateau, il faut quand même l'acquérir.
il me semble, moi c'est ce qui me semble, avec des exercices où on est vraiment mobilisé sur le plan musculaire et où on amène, comme pourrait dire des fois Max Beaumont, on amène du braquet. On amène du braquet, et pour amener du braquet, il faut du gainage, il faut qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des. Parce que le gainage, pour moi, c'est est-ce que toutes les petites articulations, poignets, coudes, les intervertébraux, le bassin, pendant que le bateau avance, s'il y a une déformation, s'il y a une fuite articulaire, le bateau va perdre de la vitesse, va décélérer. Donc, pour préparer du sprint, où le bateau va très vite par rapport à l'eau, ou pour préparer du sprint eau vive, eau plate, il faut passer un peu de temps à accélérer fort le bateau. Donc, si on fait des capacités de 45 minutes, on fait 2 tours de lac à tout le temps à fond ou 2 tours de plan d'eau à fond, et qu'on va toujours qu'à 12 km/h, est-ce qu'on développe vraiment notre capacité à aller à 25 à l'heure? Maintenant, on voit les K4, ils vont à 26, 27 à l'heure. Ou en KE, quand on voit sur le 200, là, quand ça descendait en dessous aux alentours des 34, des 33, il faut bien développer cette filière anaérobie régulièrement, et puis surtout cette technique qui fait que musculairement, on doit être gainé et puis on doit la tenir, quoi. Super réponse, Fred. Tu m'as bien éclairé. Non, mais tu vois, là, dernièrement, on a eu les chiffres. On a eu les chiffres des Jeux de Tokyo. On a eu les vitesses de déplacement, les Vmax, on a eu beaucoup de données de la part de la FIC. Et voilà, on se rend bien compte, aujourd'hui, le K4 allemand, quand il gagne, c'est lui qui est la plus haute vitesse max atteinte avec une efficience gestuelle la plus élevée. Et donc, c'est vrai que si on veut aller vite, il ne faut peut-être pas tomber en l'excès, il faut peut-être mesurer un peu les choses, évaluer, avancer, mais cette filière en aérobie et ce rendement technique, ça serait une erreur de penser qu'on peut y arriver, pour moi, en faisant que des 30 ou des 40 minutes. Et c'est pareil en slalom, et c'est pareil en descente, voilà. C'est vrai que j'ai vu par exemple Quentin Bontin qui avait fait évoluer un petit peu son entraînement, où il a ciblé vraiment l'entraînement aérobie pour les championnats du monde de descente. Voilà, ça a marché, il a gagné. Mais je connais bien Maxence Barrault qui a fait un entraînement mixte. Il a fait deuxième à 0,17. Mais voilà, je crois qu'aussi l'entraînement et l'entraîneur doivent s'appuyer sur les qualités des sportifs. Certains vont être à l'aise ou vont se sentir forts avec une prédominance comme l'a fait Quentin sur ça. Maxence a fait un peu différemment. La performance est très proche. Voilà, je crois qu'il y a 0,17. Et ça peut aider à aller chercher la perf quand on se sent fort sur ses points forts. Mais je sais aussi que Quentin Bontin est passé par un titre de champion du monde de sprint, puisque là, à cette époque-là, je travaille avec lui, et a développé ses qualités d'appui, ses qualités de Vmax. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, les chiffres des vitesses aux Jeux de Tokyo? Je ne sais pas qui filtre. Moi, je les ai reçus. Je me sens pas de les renvoyer à tout le monde, mais Oui, non, mais voilà, c'était ma question, est-ce qu'on y a accès ou pas? en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la FIC les communique à toutes les nations, puisque c'est une prestation. Tous les bateaux sont munis d'un GPS, d'un mouchard, là, comme on pourrait dire. Et après, c'est distribué aux fédérations. Après, les fédérations, comment ils les distribuent, je sais pas. Peut-être qu'en demandant, est-ce que les différents pays veulent le garder ou pas. En tout cas, peut-être en demandant à la fédération, c'est possible de les avoir. Ça, je vais investiguer. Comment tu te retrouves à la course en ligne? Parce que finalement, en descente, tu as l'air de t'éclater comme un fou. En descente, j'ai collaboré avec plein de sportifs qui ont été en réussite, d'autres moins. C'est toujours ça quand on est entraîneur, hein. Des garçons comme des filles, des C1. Donc ça, je me suis bien éclaté. Mais sur le pôle de Toulouse, comme je disais, notamment des athlètes comme Arnaud et Étienne Hubert, qui se sont entraînés longtemps à Toulouse, m'avaient fait intervenir sur
sur leur entraînement. Et donc, j'ai été initié assez tôt avec eux, où j'allais au pige avec eux, où on faisait des séances ensemble, PPG, entraînement, voilà, des stages au cours du roi, des stages, voilà. Et puis aussi, je suis la même promotion que François During. Et on a eu le professeur de sport ensemble, avec qui j'aime bien échanger. Et puis surtout, il y avait Jean-Pascal. Donc, cette ambiance course en ligne, je baignais pas dedans, mais je m'intéressais aux résultats. Et puis aussi, dès Junior 2, Manon faisait de la course en ligne, Manon Stens. Elle était à Toulouse et quand elle est arrivée à Toulouse, elle m'avait dit qu'elle aimerait faire des courses en ligne descente, donc il n'y avait pas de problème. Donc en junior, elle a fait les deux. Donc j'étais aussi là pour l'accompagner dans son projet. Et puis après, elle a fait un peu moins de courses en ligne elle faisait un peu plus de descente. Et puis après, arrivé les piges 2016, Manon a été courir les piges, s'est sélectionné dans le K4 pour Rio. Moi, à cette époque-là, sur ces sélections-là, j'avais été aussi avec des athlètes du pôle de Toulouse, là, dont Arnaud. Et donc, sur mon regard sur la compétition, mon regard sur l'activité, il a été assez tôt initié avec ces sportifs-là. Et puis après, voilà, après, c'est clair que en discutant et puis en échangeant et puis en partageant des séances aussi avec Maxime Beaumont, là, qui venait s'entraîner. Il a accroché avec moi, il m'a sollicité. Il m'a sollicité, Maxime, Manon, m'ont sollicité pour les accompagner dans l'Olympiade de Tokyo. Ça me disait bien, moi, dans ma trajectoire professionnelle. Je me suis toujours un peu botté les fesses pour évoluer. Donc, de CTR d'une région où j'ai appris des choses, CTR dans une autre région, puis la descente. Et puis après, voilà, j'ai eu cette occasion, cette opportunité d'accompagner des sportifs. Moi, j'ai jamais postulé tout le temps pour être entraîneur. C'est les sportifs, que ce soit en descente ou en course en ligne, c'est toujours les sportifs qui sont venus plutôt à ma rencontre et me demander. Et donc, à l'époque, Maxime me sollicite, Manon aussi. Et puis, c'était, je pense, François During qui était directeur des équipes de France. Et en février 2018, il m'a invité sur un stage à Montémort, un stage d'essai d'entraîneur. François m'a invité. Donc, je suis allé 3 semaines avec Mathieu Goubel comme entraîneur. Et pendant 3 semaines, on s'est occupé des canoës. Donc, j'ai bien échangé avec Adrien Barre, Thomas Simard, Écrivien Adoré, Loïc Léonard. Pendant 3 semaines, je suis rentré dans cette discipline, sur ce stage-là. Et puis après, j'ai poursuivi. Voilà, j'ai poursuivi avec Maxime sur le KM 200, en collaboration aussi avec François dans notre organisation. Et puis avec le groupe d'âme, voilà, avec le groupe d'âme, Léa Jamelot a rejoint Toulouse, Manon était sur Toulouse. Il y avait donc Sarah Trouel pour l'Olympiade qui a ouvert le quota avec la 5e place des quotas de Szeged. Et puis Sarah Guyot aussi, qui était la partenaire de Manon. Donc je suis rentré dans la course en ligne par les sportifs avec ces sportifs-là. J'allais dire, est-ce que c'était là les sportifs sont venus te chercher, donc finalement tu t'es retrouvé, je sais pas si c'est le mot, mais entraîneur des femmes. Mais voilà, en fait, dans l'organisation, donc après c'est François qui était en charge des kayaks-hommes, Anthony Soyer en charge des canoës, et moi j'ai pris les kayaks dames, et puis Jean-Pascal head coach. Donc on s'est lancé dans la préparation de Tokyo avec ce groupe d'entraîneurs sur les seniors. Puis il y avait bien sûr d'autres entraîneurs chez les jeunes, Herman, Philippe, Guillaume. C'est toujours pareil. Ça, c'est toujours un travail d'équipe. Je crois que n'importe quelle discipline prend sa force dans le travail des plus jeunes, dans le travail, voilà, force et faiblesse. Il y a toujours des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, mais c'était l'équipe d'entraîneurs de cette Olympiade-là. Donc, je me retrouve entraîneur, donc, du coup, de course en ligne. Voilà, j'ai été surtout sur le groupe 200-500,
parce que sur des stages en Floride, sur des stages en Australie, on partait aussi, je suis pas mal parti aussi avec Max et le groupe des kayakом. Là, il y avait pas mal de kayakom qui s'investissaient sur le 200 mètres. Et donc, j'ai alterné des stages chez les groupes kayakom et chez le groupe kayak dame. C'est marrant parce que toi, tu viens plus de l'aérobie, de la classique, et finalement, tu te retrouves à la fin entraîneur de sprint. C'est un parcours un peu complexe finalement. Oui, mais moi, je fais bien la part des choses entre ce que j'ai fait en tant que sportif et ce qui me semble être bon à faire pour le sprint. Moi, en fait, je pense que c'est la démarche qui compte. En aidant le sportif à tu es là, tu veux aller là, qu'est-ce que on va mettre en place ensemble, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que je peux t'apporter. Mais moi, ma culture sportive personnelle, j'aime bien l'aérobie. Pourtant, je suis pas trop gaulé pour l'aérobie, quoi. Je suis plutôt court sur pattes et plutôt un peu lourd. Mais ma pratique personnelle, j'essaye de la mettre de côté parce que de toute façon, pour faire du K2 500, du K4 500 ou du K1 500, et moi, ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pars plus d'une démarche, je dirais, construite en qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vite sur du K1 200, sur du K1 500. OK, le temps d'effort, c'est ça. Les vitesses de bateau, c'est plutôt ça. Pour moi, il me semble logique de travailler et la technique et le développement de l'explosivité et le rendement par le coup de pagaie. Et voilà. Et sur un athlète, voilà, un exemple précis. Manon, elle aime l'aérobie et pourtant, j'essaye de la convaincre que son facteur limitant, c'est vraiment de développer sa capacité musculaire. Mais je fais bien la part des choses entre là où je viens et ce que je peux proposer comme entraînement. Par contre, ça serait, je pense, construire sur ce qu'on a fait nous. Ça peut faire peut-être des fois des erreurs, quoi. Je reviens un peu sur Tokyo. On a vu que ça s'était pas hyper bien passé pour les Français. Est-ce que malgré tout, ça reste pour toi une bonne expérience, ces années à entraîner en course en ligne? Alors moi, comme je l'ai dit dans un premier temps, c'est bien sûr qu'on est très attiré par la médaille, ça c'est sûr. Mais moi, mon engagement auprès des sportifs, parce que c'est sûr que tous les matins on se lève parce qu'on croit que les sportifs ils vont y arriver, ça c'est sûr. Avec détermination, on ne fait pas le métier d'entraîneur où on part beaucoup, on part vraiment beaucoup. On ne fait pas ce métier-là si on ne croit pas que c'est possible. Et moi, je crois vraiment que on a réussi à faire des choses qui nous ont enrichis, ça c'est sûr. Donc, on n'a peut-être pas de médaille. Voilà, on a fait une 4e place. Les filles, elles ont fait 7e avec 2 bateaux, donc 6e nation, mais 7e en place, qu'il y a 2 bateaux hongrois qui sont devant. C'est sûrement pas satisfaisant parce que aujourd'hui, l'objectif, c'est faire des médailles. Voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, moi, je reviens pas abasourdi ou je reviens pas avec des regrets, même s'il n'y a pas de médaille. Même s'il n'y a pas de médaille, c'est toujours. On a sûrement fait des choses qu'on aurait pu faire mieux parce que je ne vois pas pourquoi les Français n'arriveraient pas à faire des médailles, mais on n'est pas abasourdi de ces résultats-là. Aujourd'hui, comme je le disais, voilà, il y a en vitesse de pointe, par exemple, le K2 des Françaises ont la vitesse de pointe pour concurrencer et elles ont la 2e meilleure vitesse derrière les Neo Z. Qu'est-ce qui manque encore une fois pour finir? Voilà, il y a beaucoup d'énergie qui ont été mis avec des compétences variées en prépa physique, en accompagnement mental, voilà, on peut sûrement faire mieux pour tenir plus longtemps un rendement technique jusqu'au bout, mais je reviens avec de l'énergie pour poursuivre mon métier d'entraîneur. Est-ce que après, Tokyo, c'était prévu pour toi que tu passes sur une autre discipline? Ou est-ce que tu voulais peut-être poursuivre la course en ligne? Comment ça s'est passé la transition? En fait, moi, là, j'ai fait l'Olympiade avec la course en ligne. Moi, j'avais souhaité et j'ai posé ma candidature pour de nouveau intégrer le groupe de course en ligne sur l'entraînement.
Je n'ai pas été retenu par les instances dirigeantes. J'ai bien compris pourquoi. Et du coup, on m'a fait une proposition intéressante sur une discipline qui se monte. Et je suis parti pour relever ce nouveau défi. Oui, je vois que c'est pour ça que tu dis pour moi, je savais pas que tu avais repostulé, mais pour moi, c'était une progression logique dans ta carrière. Je trouve ça super. En fait, tu étais vraiment touche à tout et on voit ta curiosité. On voit que tu vis vraiment chacune des activités, quoi. Et, je trouve ça hyper plaisant à entendre. En fait, moi, je me dis que pour que j'en retire des bénéfices sur mon engagement d'entraîneur, il faut que je m'investisse. Donc, voilà, sur différents lieux géographiques de CTR d'entraîneur, j'ai toujours œuvré avec ma démarche, ma sincérité, mon engagement. Ça, c'est ce que j'ai envie. Et puis, voilà, au service de l'être humain. Entraîneur, la matière première d'un entraîneur, c'est l'être humain. Voilà. Alors, l'être humain, c'est plastique, c'est élastique. Il y en a, ils travaillent le bois, les menuisiers, d'autres, ils travaillent le parpaing. OK, moi, ma matière première, c'est l'être humain. L'être humain, il est surprenant. Voilà, il peut faire des choses incroyables. Des fois, ça peut être décevant, mais en règle générale, l'être humain, c'est porteur de beaucoup d'espoir. On se dit vraiment, c'est possible que des déclics se passent, c'est possible que le travail psychologique, le travail technique fasse évoluer le sportif. C'est possible de vraiment coacher des sportifs pour qu'ils progressent. Et ça, pour moi, c'est source d'espoir parce que en tant qu'entraîneur, on peut progresser, en tant que sportif, on peut progresser. Et par contre, ça demande du travail, c'est sûr, ça demande de s'y engager. Et en tout cas, ça me donne du courage pour me lever tous les matins et puis essayer d'aller accompagner des sportifs. Super, Fred. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, moi, vraiment, j'ai accepté cet exercice parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me pose des questions ou à chaque fois qu'on m'oblige à réfléchir, c'est sûrement ça qui me fait progresser. J'aime être questionné. Peut-être que les questions que tu m'as posées vont revenir et vont de nouveau m'interpeller. Je vais réfléchir un peu plus. Mais voilà, moi, j'ai répondu à tes questions. Je sens bien que pour être entraîneur, il faut de l'énergie. Pour aller chercher la réussite, pour moi, il faut être quand même assez radical. Parce qu'à un moment donné, pour que le corps il avance, il faut donner des stimuli assez forts, qu'ils soient mentaux, techniques ou physiques, pour se transformer, pour gagner des centièmes. Il faut être un petit peu radical, il faut s'y entreprendre. Moi, des entraîneurs comme Yves Masson ou Jean-Pascal Crochet, ou les entraîneurs de la descente, nous ont apporté cette culture d'être quasiment mono-obsessionnel. Et ça m'a un petit peu marqué dans ma formation de jeune pagayeur. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps se réinventer. Moi, dans les 20-22 ans de cadre technique, j'ai fait différentes situations professionnelles et ça me stimule bien. Mais par contre, ce qui me guide, c'est toujours cette même démarche. J'en suis là où c'est que je veux aller. Et avec les sportifs, c'est pareil. Super, Fred. Je te remercie grandement de ton temps. C'était un plaisir et j'ai senti tes bonnes ondes durant le podcast. Ça fait plaisir à entendre. Ok, merci bien. Bonne navigation à toi, bon entraînement. À toi aussi et encore merci de ton temps. Ok, de rien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.